Maintenant que nous avons balisé tous les aspects personnels du réseau social, nous allons un peu nous pencher sur l'aspect plus communautaire que sont les pages et les groupes. Si vous voulez animer une communauté ou promouvoir un site sur Facebook, vous devez donc créer un groupe ou ouvrir une page. Les deux outils ont une représentation et des fonctionnalités qui sont très proches et donc on s'y perd un peu. D'autant plus que Facebook continue à les faire évoluer dans un sens qui a plutôt tendance à les rapprocher qu'à les diviser. Alors, le groupe Facebook, historiquement, c'est le premier des deux outils apparus sur Facebook. Les groupes ont été créés dans l'ensemble euh, pour permettre à des membres de communiquer entre eux. C'est ici l'idée de communauté qui prime. Chacun peut participer à l'animation du groupe sans qu'une voix soit supérieure à l'autre. C'est le cas par exemple du groupe Résop dans lequel vous participez. Les communautés sont soit ouvertes, soit fermées, soit invisibles. Elles sont dotées aussi d'un ou plusieurs administrateurs qui peuvent assurer la modération. C'est l'équivalent du club dans le monde réel. La page Facebook, quant à elle, est essentiellement créée pour permettre à des personnalités ou des entreprises ou une école de communiquer avec leurs fans ou leurs clients. La communication est principalement unidirectionnelle de l'émetteur vers les fans, même si les fans ont une possibilité d'interagir. Alors, quelles sont les grandes différences? Il y a de nombreux points communs. Euh, D'abord, elles présentent chacune un mur d'actualité et des espaces photo-vidéo. On peut inviter des membres et créer des événements, tout à fait comme une page personnelle. Il y a quand même quelques différences. Au niveau des publications, quand vous êtes administrateur d'un groupe, vous ne pouvez publier que dans votre nom personnel et non en tant qu'administrateur du groupe ou au nom du groupe. Dans une page, en revanche, vous pouvez apparaître comme ayant signé la publication du nom de votre page. En quelque sorte, ce serait la voix officielle de la page. D'autre part, les publications des pages sont reprises par défaut dans le flux d'actualité des abonnés, ce qui n'est pas le cas pour un groupe, il faut se rendre sur la page du groupe pour les lire. Une autre différence marquante, c'est celle des notifications. Dans un groupe d'au moins 5000 personnes, les administrateurs peuvent envoyer des messages aux membres, messages qui atterrissent dans la boîte de réception et dont les récepteurs, enfin les destinataires par défaut, sont notifiés par email s'ils l'ont souhaité. Sur les pages, il n'y a aucun moyen de contacter directement l'abonné. Là, on revient sur les publications. Autant la page permet d'afficher dans le flux d'actualité les informations, autant le groupe ne le permet pas. Autant dans les notifications, c'est le groupe qui permet de connecter les gens et de contacter les gens, et les pages qui ne le permettent pas. Autre différence, le contrôle d'accès. Les membres, les administrateurs d'un groupe peuvent restreindre l'accès et n'accepter que ceux qu'ils approuvent. Ils peuvent aussi décider de rendre ce groupe secret. L'accès à une page, en revanche, ne peut pas être restreint que par tranche d'âge ou zone géographique. Une page est toujours quelque chose de public. Au niveau des applications, seules les pages peuvent héberger des applications tierces et proposer plus de contenu et d'interaction. On a l'exemple de l'application Twitter, comme on l'a dit précédemment, qui permet de diffuser les publications directement Facebook sur Twitter. Les groupes, en revanche, ne supportent pas d'application spécifique. Autre différence, les statistiques. Les pages disposent depuis assez récemment d'un outil de statistiques qui permet de mesurer l'évolution du nombre de fans et des lectures, d'identifier le pic d'abonnement, de désabonnement, de voir une vision globale, pourcentage homme-femme, âge, etc. Il n'y a rien du côté du groupe, pas de statistiques particulières. En termes de publicité, la promotion des pages et des groupes peut être assurée par l'achat d'annonces, mais seules les pages peuvent bénéficier de publicité sociale pour mettre en avant les fans. Donc en termes de conclusion, si vous voulez un espace pour une communauté active,
mais modeste, moins de 5000 membres, hein, puisque le choix des groupes, c'est 5000 membres. Vous avez donc une opportunité de choisir un groupe. Vous pourrez envoyer des messages directs à tout le monde, inciter les membres à débattre, à poster des informations sur la page du groupe. C'est aussi l'outil idéal pour des manifestations temporaires ou des rassemblements informels. Par contre, si vous construisez la communauté autour d'un site web, d'une école, d'une notoriété, alors il est plus intéressant d'opter pour une page. Là, vous pourrez faire passer de l'information de manière régulière à un auditoire qui est beaucoup plus large et moins définitif ou défini. Dans cette dernière partie, nous allons nous pencher sur les diverses applications et outils tiers disponibles dans les deux réseaux sociaux. D'abord, en ce qui concerne les applications, il est à noter que jusqu'il y a peu, ce magasin d'applications ou cette possibilité qui était l'apanage de Facebook a été également mise à disposition dans Google+. Et donc, l'un comme l'autre, les deux réseaux sociaux disposent maintenant d'un App Center, d'un répertoire d'applications, d'un magasin d'applications classés en catégories d'applications et qui permettent de connecter à votre réseau social divers outils ou divers jeux, parmi lesquels nous allons retrouver des choses comme YouTube, SlideShare, Dailymotion, des réseaux comme Deezer ou Spotify ou Yahoo Social. Il est à noter que lorsque vous installez une de ces applications, vous déléguez une certaine partie des autorisations de votre profil à cette application. Donc il faut faire un petit peu attention et configurer la chose afin de ne pas spammer votre contact list ou même voir des informations personnelles diffusées sur le réseau. Dernière application disponible, elle, seulement dans Google+. C'est cette application Hangout qui permet de faire du vidéo chat à 10 personnes. C'est une fonctionnalité qui n'est présente pour l'instant que dans le cadre du réseau Google+, et qui est très puissante. Elle permet de connecter 10 personnes en chat webcam en temps réel et permet aussi de publier en temps réel le flux vidéo produit sur une chaîne YouTube, et cela en live. Ce flux, une fois enregistré, est automatiquement mis à disposition via la chaîne YouTube créée en liaison avec votre compte Google+. C'est un outil très puissant qui est utilisé entre autres, qui a entre autres été utilisé dans le Mookidipia de Jean-Marie Gilliou. Voici pour conclure un petit tableau récapitulatif des différentes fonctionnalités des deux réseaux mises en parallèle. Il est à noter cependant que ces fonctionnalités changent au jour le jour et qu'il est fort à parier que ce tableau soit obsolète d'ici quelques semaines, d'autant plus que Facebook a annoncé une revue complète de son interface et de sa livrée pour la deuxième semaine de mars. Nous devrions donc découvrir au cours de ce MOOC la nouvelle livrée et donc sûrement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux usages possibles de ces différents réseaux. C'est donc ici que se termine ce rapide tour d'horizon des différentes fonctionnalités des deux réseaux sociaux mis en parallèle. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon apprentissage. Voilà, on va se retrouver, je le pense, sur les deux réseaux directement et continuer la conversation pendant toute cette semaine et ce jeudi en live, en chat live, ce jeudi soir à partir de 20h, heure de Belgique. Voilà, merci à vous et à bientôt.